Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette première vidéo, je vais aborder le sujet de la distinction entre la relation flamme jumelle et les relations toxiques. Je suis psychologue et flamme jumelle en chemin. Je suis sur ce parcours flamme jumelle depuis maintenant 6 ans et il m'a fallu du temps pour l'accepter et le comprendre. De polarité masculine, encore nommée chaser, polarité consciente ou contrôlante. Ce parcours m'a d'abord surpris, totalement absorbé, puis il y a eu pour moi une phase de questionnement, d'incompréhension, de déni, de souffrance émotionnelle, de manque. Toutes mes croyances bien établies ont été remises en cause. J'ai cherché à comprendre jusqu'à pouvoir enfin nommer ce lien si particulier et enfin lui donner sens. Mais également de pouvoir repérer le but ultime de ce travail et le processus permettant d'accéder à ce but. Aujourd'hui, je suis amenée à créer cette chaîne afin de vous apporter quelques éclairages sur les aspects psychologiques qui seront à travailler dans ce parcours flamme jumelle. Il est souvent dit que seule une flamme peut en comprendre et en accompagner une autre, et cela je l'ai expérimenté comme accompagnée et comme accompagnante. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de comment fonctionne une relation toxique, afin de la distinguer de la relation flamme jumelle. En effet, beaucoup de personnes doutent d'être dans une relation flamme jumelle et ont du mal à la différencier d'une relation toxique, d'autant que leur entourage les encourage à interrompre cette relation, tant par moments ce parcours peut nous mettre en souffrance et en difficulté. Je souhaite donc vous donner quelques éléments qui vous permettront, je l'espère, de distinguer ce qui relève d'une relation toxique et comment elle fonctionne, afin que vous puissiez évaluer le mieux possible le lien que vous vivez avec celui dont vous pensez qu'il est votre jumeau. Pour cela, je vais vous parler d'un outil qui me sert à voir comment fonctionne une relation toxique. Cet outil s'appelle le triangle dramatique ou le triangle de Karpman. Souvent sous-utilisé, je trouve qu'il peut devenir vraiment un bon outil, notamment quand nous commençons à regarder plus précisément les 3 rôles qui sont inscrits dans ce triangle et quand nous prenons le temps de repérer quel est notre rôle de prédilection. Ce qu'il faut savoir sur ce triangle dramatique pour pouvoir mieux se le représenter et pour pouvoir mieux travailler avec, c'est le fait qu'il repose sur un de ses sommets en faisant un système très instable, susceptible de basculer à tout moment. Quand ces bascules du triangle dramatique surviennent, nous pouvons appeler ça des coups de théâtre. À l'occasion d'un coup de théâtre, les rôles vont s'inverser et nous allons passer de notre rôle de prédilection à un rôle qui nous convient beaucoup moins et dans lequel nous allons nous retrouver en difficulté. Alors, dans ce triangle dramatique, les 3 rôles principaux sont le rôle de la victime, d'une part. Donc, dans ce rôle, nous allons retrouver une personne ou une institution plutôt dans la plainte, éventuellement également dans l'urgence ou la flatterie,
Tout cela dans le but de pouvoir obtenir le fait que les autres fassent les choses à sa place ou décident à sa place. En face, pour que cela fonctionne, il va falloir bien sûr trouver un sauveteur. Donc le sauveteur, dans ce triangle dramatique, c'est un rôle que va tenir une personne qui va plutôt être dans la recherche de solutions, qui aime être tournée vers les autres, qui aime que les choses fonctionnent. C'est une personne également qui va souvent avoir l'image ou le sentiment d'être une personne qui a du mal à gérer le conflit et une personne qui a du mal à dire non. Le troisième sommet de ce triangle dramatique est occupé par un rôle qui s'appelle le rôle du persécuteur. Donc dans ce rôle, nous allons trouver une personne qui a plutôt tendance à fonctionner en petit chef, qui est une personne qui a raison même quand elle a tort, et quand elle a tort, elle a raison d'avoir tort. Donc je vais vous inviter vraiment à regarder pour chacun d'entre vous quel est le rôle dans lequel vous entamez les situations, c'est-à-dire quel est votre rôle de prédilection. Bien souvent, nous allons nous rendre compte que ce sont les personnes qui ont tendance à rentrer dans une situation avec le rôle du sauveteur qui vont se retrouver le plus en difficulté dans une relation toxique. En effet, ces personnes vont souvent être maintenues dans ce rôle par des victimes ou des persécuteurs qui vont avoir tendance à procéder par la culpabilisation, le dénigrement, pour faire en sorte que notre sauveteur soit dans une recherche infinie de solutions, n'ayant jamais trouvé la bonne. Alors, pour illustrer un petit peu ce fonctionnement toxique, nous allons prendre un exemple que je vais prendre exprès un peu de façon un peu caricaturale, afin de vous permettre de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Cet exemple, je vais le prendre plutôt dans le monde professionnel. Donc, quand nous avons affaire, par exemple, à une entreprise qui se situe sur la polarité de la victime, elle va avoir plusieurs types de hameçons pour pouvoir attraper, dans une relation toxique, un sauveteur. Donc, il va être aussi important pour les personnes qui ont tendance à rentrer dans les situations par ce rôle du sauveteur, de repérer à quel hameçon elles peuvent être le plus sensibles pour rentrer dans ces situations. Alors, le premier hameçon va être le hameçon de la plainte. Alors, dans cette situation, par exemple, qui serait une situation d'entretien d'embauche, l'entreprise présenterait les choses en disant nous traversons une période bien difficile dans notre entreprise, mais toutefois, nous avons repéré que vous avez des compétences très intéressantes pour nous. Et grâce à ce que vous allez pouvoir nous amener, nous allons pouvoir dépasser cette période difficile. Et quand ça sera fait, vous aurez toute notre reconnaissance. Alors, quand nous fonctionnons avec ce rôle du sauveteur comme rôle de prédilection, notre sang ne va faire qu'un tour et nous allons avoir tendance à nous dire que nous avons enfin trouvé une situation ou une entreprise dans laquelle nous allons pouvoir nous épanouir, être reconnus, une situation dans laquelle nous allons pouvoir amener des solutions et faire en sorte que tout fonctionne pour le mieux.
Alors à partir de là, une personne qui fonctionne avec ce rôle de prédilection du sauveteur va vraiment se sentir engagée, hein, et elle va effectivement tout donner, se retrouvant parfois dans des situations où elles vont travailler 15 heures par jour en étant payées 8. Alors, un autre hameçon d'une entreprise victime pourrait s'appeler également la flatterie, ou je l'appelle aussi parfois la différence entre la vitrine et l'arrière-boutique, hein. Donc, dans ce cas, nous allons trouver plutôt une entreprise qui va présenter les choses en disant qu'elle a un projet très intéressant, des valeurs très humaines, etc. Et que la personne ayant également ces qualités-là, ça va forcément bien se passer entre la personne et l'entreprise. Alors là aussi, pour le sauveteur, ça peut être vraiment, si c'est son hameçon, une première sensation, j'allais dire, de situation idéale, où il va se dire, enfin, j'ai trouvé une entreprise où je vais pouvoir m'épanouir, hein. Donc là aussi, notre sauveteur se sent engagé de suite dans cette situation et va donner son maximum pour que les choses fonctionnent. Alors, là aussi, notre sauveteur, il va se retrouver à travailler 15 heures par jour en étant payé 8. Mais au bout d'un moment, effectivement, il risque de le remarquer. Et donc, à ce moment-là, notre sauveteur, il va retourner voir son patron pour lui dire, tiens, mais c'est bizarre parce qu'effectivement, entre les objectifs qui me sont donnés et les moyens, il y a comme un souci. Et donc, à ce moment-là, quand on a affaire à une entreprise victime, le patron va pouvoir réagir de deux façons. Ou alors, à ce moment-là, il est aux abonnés absents. Nous n'avons pas de réponse. Et alors, notre sauveteur va être amené à penser que les objectifs sont toujours là et les moyens, manifestement, ça va être compliqué de les avoir. L'autre réaction possible d'une hiérarchie qui se situerait dans la victime, c'est le fait d'argumenter pendant un bon moment, tant et si bien qu'à la fin, notre pauvre sauveteur ne sait même plus tellement la question qu'il a posée, mais tout ce dont il a conscience, c'est que les objectifs n'ont pas changé et les moyens, manifestement, il n'y en a pas plus, hein. Donc, lui, il va avoir tendance à se remettre en selle en se disant il faut absolument que je trouve des solutions et que j'avance par rapport à ça. Même si ça paraît être un petit peu une mission impossible. Mais ça, il n'en a pas vraiment conscience à ce moment-là. Donc, notre sauveteur, il va reprendre un travail acharné, hein, en se consacrant et en mettant beaucoup d'énergie dans cette mission, dans cette tâche. Et puis, à un moment donné, comme il aura mis beaucoup d'énergie dans tout ça, il va quand même obtenir quelques résultats. Et ce faisant, eh bien, il va retourner voir sa hiérarchie pour voir effectivement ce qui en est de la reconnaissance qui lui a été promise au départ, hein. Et donc, notre sauveteur risque à ce moment-là d'arriver devant son patron pour lui parler des objectifs qu'il a tenus. Et là, en général, la réponse ou la réaction qui va être présente en face, ça va être quelque chose du genre, c'est pas pour le peu que tu as fait, hein, puis tu vois bien, nos problèmes, on les a toujours, donc pour ta reconnaissance, il faudra que tu nous en prouves davantage. Alors là, pour le sauveteur, c'est ce qu'on appelle le premier coup de théâtre, hein, patatras, tout d'un coup, là, il va plutôt se retrouver dans le rôle de la victime. Et puis son chef, par sa réaction, sera plutôt passé dans ce qu'on pourrait appeler le rôle du persécuteur. Alors notre sauveteur, à ce moment-là, il n'est pas très à l'aise, puisque ce n'est pas sa situation de prédilection, le rôle de la victime, hein. Donc lui, il en tire des conclusions assez négatives, à la fois sur la situation et à la fois sur lui-même. Sur lui-même, ça va être des conclusions autour du fait qu'il pense que finalement, il n'est peut-être pas si doué que ça, hein, et qu'il a dû passer à côté de quelque chose, que peut-être il faudrait qu'il trouve encore d'autres solutions, que finalement, effectivement,
Il y a quelque chose qui n'est pas arrivé à résoudre dans cette situation, hein, et ça le met particulièrement en difficulté. Et puis par ailleurs, l'autre aspect qu'il va voir à ce moment-là, c'est aussi mais mon chef aussi, ben, finalement, sa réaction n'est pas très sympa non plus, quoi. Hein, donc les conclusions qui vont être tirées vont être assez négatives. Alors, ben, du coup, notre sauveteur, il n'est pas du tout à l'aise avec ça, donc il va bien préférer à ce moment-là essayer de retourner et de se relancer dans le rôle du sauveteur qui lui convient mieux. Et pour ce faire, ben, il va se remettre à travailler, évidemment. Et puis, il va continuer jusqu'à ce que l'entretien annuel obligatoire arrive. Et à ce moment-là, il va être assez content de lui parce que depuis le moment où il est allé questionner son chef, il a encore fait beaucoup d'efforts, trouvé beaucoup de nouvelles solutions, tenu quelques objectifs complémentaires, etc. Même si tout n'est pas là, il a quand même bien avancé. Et là, il va arriver dans cet état d'esprit dans le bureau de son chef pour l'entretien annuel. Et il aura à peine le temps de s'asseoir que son chef va lui dire qu'il n'a pas tenu ses objectifs. Alors là, pour notre sauveteur, ça va être à nouveau la douche froide et la descente dans le rôle de la victime. Et il va dire, mais enfin, j'avais dit dès le départ qu'il fallait être plusieurs, que c'était compliqué, que les objectifs étaient intenables avec les moyens que j'avais, etc. Et là, quand on a un chef victime, il peut éventuellement en rajouter une petite couche en disant tu m'as jamais dit ça, hein. Donc là, notre sauveteur, il va commencer à se demander s'il n'est pas devenu un peu fou. Il va commencer à se reprocher des choses en se disant mais je ne dois pas savoir communiquer correctement. Enfin, il est même tellement dans le doute face à l'assurance de ce chef qu'il se demande même s'il en a parlé au départ finalement. Tout ça devient très confus. Et puis, en sourdine, mais il y a aussi, j'allais dire, cette conclusion pas agréable à tirer, qui est de se dire, bah, c'est quand même aussi pas très sympa d'être remercié comme ça après tout le travail que j'ai fait. Alors, quand ces bascules du triangle dramatique arrivent 2 fois par an, c'est gérable. Mais malheureusement, dans certaines situations plus toxiques, ces bascules du triangle dramatique vont arriver plusieurs fois par jour. Et au bout d'un moment, notre sauveteur, il va avoir du mal à se relancer dans ce rôle du sauveteur, justement, et finir par être vraiment complètement en perte d'estime de lui-même et en perte de confiance en lui. Et il va plus savoir comment prendre la situation. Et là, en général, nous arrivons à des logiques d'épuisement professionnel, par exemple, ou de burn-out. Alors, ça va être intéressant de regarder si dans notre vie, nous avons déjà vécu ce type de situation depuis le rôle du sauveteur, pour pouvoir effectivement identifier les ficelles qui vont être présentes dans ce type de relation toxique. Et là aussi, de pouvoir voir que finalement, dans une relation flamme jumelle, le chaser a souvent déjà été confronté, et il est parfois encore d'ailleurs, à une situation fonctionnant sur ce modèle. Que ce soit dans le domaine professionnel, comme dans la vie privée, hein, ce que j'ai décrit, de toute façon, fonctionne toujours un peu de la même façon, hein, quel que soit le domaine. Et donc, ça va être important pour notre chaser potentiel de pouvoir effectivement distinguer ce fonctionnement-là, où effectivement, manifestement, sur notre axe victime-persécuteur, tenu par le patron dans cet exemple, que j'appellerais aussi l'axe de la manipulation, est-ce que effectivement ce qu'il vit avec son jumeau lui fait penser à ça? C'est-à-dire, dans la manipulation, nous avons quand même un côté
souvent calculé, avec des personnes qui ne se remettent jamais en cause. Hein, sur cet axe-là, c'est toujours la faute des autres. Et d'ailleurs, souvent, le conseil va même sur le fait de dire au sauveur d'aller effectivement consulter, parce qu'il doit quand même avoir un problème, puisqu'il ne trouve pas la solution parfaite, finalement. Et donc, à contrario, dans la relation flamme jumelle, finalement, on va se rendre compte que bien souvent, les difficultés sont plutôt en lien avec certaines, alors je dirais même pas des maladresses, hein, du runner, mais c'est plutôt le fait que sa façon de fonctionner va tout simplement blesser, ou en tout cas réveiller les blessures du chaser. Mais il n'y a pas effectivement d'intention de nuire, si j'ose dire, et il n'y a pas non plus, je dirais, de volonté effectivement de rabaisser l'autre, comme ça peut être le cas dans le dénigrement ou dans la culpabilisation, comme on le voit dans l'exemple que je viens de donner. Un autre hameçon que j'ai oublié aussi de mentionner dans ce système toxique est également la peur. La peur, c'est le hameçon qui va être porté par la polarité du persécuteur dans ce triangle dramatique. Et donc, dans le domaine professionnel, ça serait quelque chose comme bah, de toute façon, si tu ne fais pas ce que je te dis, la porte est grande ouverte. Et donc, effectivement, certaines personnes vont être amenées à occuper le rôle du sauveteur, c'est-à-dire à faire des choses qui ne correspondent pas à leurs valeurs ou à leur façon de voir les choses, par peur de perdre leur travail, en fait. Donc là aussi, dans ces situations, il y a vraiment une notion de pouvoir et surtout d'abus de pouvoir dans ces relations toxiques. Hein. C'est ce qui va vraiment être l'élément à repérer pour voir si nous sommes dans ce type de relation ou pas. Alors bien sûr, une relation où ce type d'interaction serait totalement absente n'existe pas. Il y a toujours dans les relations un peu de triangle dramatique. Effectivement, la relation parfaite est impossible ici. Hein. Mais il est important de voir si ces interactions sont menées par l'autre de façon volontaire, si l'autre est capable de s'en excuser, mais aussi de voir à quel pourcentage de toxicité on évalue notre relation. Dans la relation flamme jumelle, effectivement, nous retrouverons davantage cet aspect de maladresse, c'est-à-dire un côté même où l'autre, en fait, réveille nos blessures tout simplement par son naturel, par sa façon d'être habituelle, et sans intention de blesser. Alors j'espère que ces quelques indications pourront vous aider à distinguer une relation toxique d'une relation flamme jumelle. Toutefois, si vous avez des questions, vous trouverez mes coordonnées sous cette vidéo pour pouvoir effectivement obtenir quelques indications supplémentaires. Sachez également que j'accompagne les flammes jumelles dans leur parcours psychologique et là encore, les modalités pratiques, vous les retrouverez sous cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas une bonne continuation et un bon parcours sur ce chemin d'éveil spirituel.